Bonsoir à tous. Alors je suis ravie d'être ici ce soir et particulièrement contente de partager cette conférence avec vous parce qu'effectivement on a, avec le musée et avec Gaël Rajo, on a en commun cet amour pour la peinture figurative et toute génération confondue, je dirais, parce qu'on a quand même commencé à travailler avec une génération de peintres qui avait émergé sur la scène dans les années 60, 70, 80. Et puis on a interrogé effectivement des démarches plus jeunes. L'exposition qui est en ce moment en peinture d'ailleurs est un peu, sera pour moi une façon de conclure et d'ouvrir aussi à cette question de la peinture aujourd'hui. Donc je suis contente à travers cette expo de venir parler effectivement d'une génération qui est la mienne, hein, puisque je suis née en 1978, donc que je connais bien puisqu'on s'est construit ensemble. Moi au début des années 2000 je travaillais sur une thèse d'histoire de l'art. Et je vaquais entre la province et Paris, puisque j'avais je travaillais sur les artistes qui avaient émergé dans les années 80 essentiellement. Donc ils travaillaient tous sur Paris, donc j'étais amenée à faire beaucoup de déplacements. Et allant sur Paris, j'ai rencontré beaucoup de cette génération d'artistes que je vais vous présenter ce soir, parce qu'il est vrai qu'une majorité, en tout cas de ceux que j'ai choisis, ont fait les Beaux-Arts de Paris. Donc lorsqu'ils étaient aux Beaux-Arts de Paris, d'ailleurs la plupart étaient élèves des artistes sur lesquels je travaillais, Vincent Bouilloulès, Alberola, donc il y a vraiment une continuité, et d'ailleurs il y a un sujet là-dessus, on pourrait faire un sujet aussi, je travaille sur un ouvrage sur cette génération-là, et je pense que ça sera une introduction sur la question des liens justement avec les aînés. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais là c'est pas le propos, je vous dis ça parce que donc au début des années 2000, effectivement, ces peintres, cette génération d'artistes va rentrer en peinture à un moment où la peinture n'est pas du tout au goût du jour. Donc j'insiste aujourd'hui parce qu'on a un phénomène, un regain d'intérêt en fait actuellement. D'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui, il y a bien une bonne dizaine d'années quand même qu'il y a une effervescence comme ça sur la scène au niveau du marché international, au niveau des institutions. Et il est vrai qu'en France, particulièrement en France, les écoles en fait, des beaux-arts et les grandes institutions nationales, hein, parce qu'évidemment, il y a toujours eu des petits lieux ou des petits musées provinciaux ou des endroits qui ont toujours soutenu la peinture, hein, bien entendu, et des critiques. Mais par contre, au niveau vraiment de la scène labellisée nationale, la peinture, en tout cas au début des années 2000, n'était pas du tout au goût du jour. Donc on privilégiait une esthétique tournée vers l'art contemporain, sinon pour la peinture, mais minimaliste, très formaliste, très abstraite. Et donc cette génération-là, d'ailleurs, commence à peindre, donc pour la plupart, ils vont être dans des ateliers aux Beaux-Arts, donc ils sont soutenus par certains des professeurs qui sont là, mais ils reçoivent en fait une hostilité et vraiment un rejet de la part des autres professeurs, des directeurs. C'est hallucinant le nombre d'anecdotes de peintres qui vous expliquent comment des pontes, hein, d'ailleurs, de la scène artistique contemporaine qui sont encore en place pour certains dans des postes éminents ont été ironiques. Ah mais pourquoi tu veux peindre, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans ta vie, mais c'est pas au goût du jour, il faut faire autre chose mon petit, enfin bon, des choses vraiment dénigrantes et très désagréables. Je vous dis ça pourquoi? Parce que en guise de préambule, en fait, j'ai choisi, donc en parlant, je vais faire un peu défiler sur les premières images. J'ai choisi de vous montrer comment ces peintres, pour moi c'est une forme d'introduction, vont traiter la question de l'autoportrait et donc de la figure de l'artiste. De la figure de l'artiste au travail, ou donc de l'autoportrait, ou de la figure de l'artiste en train de se confronter à son musée imaginaire. Donc vous pouvez voir là par exemple Nazanin Finlandais avec des citations, vous devez reconnaître Gauguin derrière, qui fait partie vraiment de l'imaginaire qu'on a tous en tête, Matisse ici, pareil, Bonnard, Gauguin. Donc la question en fait de comment l'artiste se voit, et ce qui unit, donc là c'est la figure de l'artiste très noir à l'atelier, au travail. Donc pour l'instant je vous passe un peu les noms, juste je vous montre les images. Ici c'est un dessin de Jérôme Zonder, en fait, qui n'est pas vraiment à proprement parler un autoportrait. Pour lui, c'est une métaphore de la chambre, en fait, de l'atelier, de l'artiste au travail. Et il y a quelque chose d'important, c'est déjà, il me semble, la question de le désir de peinture. C'est d'ailleurs le titre d'une section que j'ai donnée dans l'accrochage qu'on a fait au MoCo
sur cette exposition immortelle qui a lieu en ce moment à Montpellier, qui représente donc cette génération en fait essentiellement née dans les années 70. Comment ces artistes représentent en fait le rapport à la peinture. Et il me semble qu'il y a quelque chose de très important et qui justement est lié à ce que je vous ai dit en préambule sur le pourquoi ils rentrent en peinture alors que personne n'en fait. La question de la nécessité, elle peut vous paraître vraiment dans l'idée de l'artiste au sens presque, je dirais, 19e-iste, de l'artiste romantique qui vient en art par engagement, par foi, par besoin d'être au monde, en fait, quelque chose qui est vital, qui est vital. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, du fait de l'effervescence qu'il y a justement pour la peinture, de cet engouement, on a beaucoup d'artistes qui vont venir, et c'est un problème en soi évidemment, beaucoup de peintres qui viennent à la peinture parce que c'est à la mode, et donc qui sont désinvestis en fait, quelque part de cette nécessité, qui répondent aussi simplement à des valeurs de marché plus qu'à un désir, et certains vont même considérer la peinture comme un objet marchand et répondre au niveau des esthétiques à ce qui marche, donc, par exemple le décoratif. Donc il y a une espèce d'esthétisation aussi quelque part de cette peinture aujourd'hui, et donc il n'y a pas ça du tout chez ces artistes, puisque ils viennent en peinture à un moment où on leur dit si tu fais de la peinture en fait tu vas pas pouvoir en vivre, très clairement. Donc il y a vraiment cette idée presque de l'artiste maudit, hein. Moi je dis ça parce que j'adore le 19e et je crois que c'est vrai que en plus le 19e c'est vraiment une période qui les a beaucoup nourris, influencés. On y reviendra sur la question de l'histoire, de Goya à Manet, enfin, c'est vraiment le romantisme noir aussi, je pense que c'est des référents pour eux très importants. Donc la question de la nécessité qui est liée donc à l'amour de la peinture. Et dans cet amour de la peinture, si je vous montre les images, vous voyez que vous retrouvez l'artiste à l'atelier souvent en train de travailler, les outils, les pinceaux, la peinture, l'œuvre en train de se faire, l'artiste face au chevalet qui vous regarde, qui regarde le monde. La question du musée imaginaire, elle est très importante. Là par exemple vous avez un tableau qui doit vous rappeler un tableau que vous avez déjà vu dans la peinture classique, puisque là Abel Pradalier cite l'autoportrait de Rembrandt, qui se représente comme ça. Il y en a d'autres aussi, hein. Nazanin Puyandé, son autoportrait de dos, c'est pareil, c'est un mélange entre une citation de Vermeer, et Dali aussi a repris ça avec la représentation de sa femme Gala. Donc l'amour de la peinture, le travail en train de se faire, la question du métier, pourquoi à un moment donné des peintres décident de faire image en peinture alors qu'on a la photo, alors qu'on a des technicités immenses de reproduction, des nouveaux médiums, de la vidéo, alors que tout le monde en art contemporain fait autre chose. Pourquoi des artistes, d'une manière très archaïque, vont se dire « moi j'ai mon cerveau, ma main, et je vais bidouiller quelque chose à l'atelier ». Le temps du faire à l'atelier, c'est très important. Il y a une forme aussi d'amour de la peinture dans un sens vraiment érotique. Le tableau là que vous avez sous les yeux de Nazanin Puyandé, c'est vraiment cette idée, là, l'érotisation de manière très littérale, c'est un peu ce qu'elle a dans la tête en fait, hein, quelque chose de très fantasmatique. Donc il y a l'idée qu'il y a quelque chose de très érotique dans l'amour de la peinture. Le travail d'Abel Pradalier aussi renvoie beaucoup à cette question de l'érotisation de la peinture. Donc lorsqu'il ne se représente pas un autoportrait, vous voyez que chez lui, les outils... la palette que vous voyez là en bas de l'image, là on est en plein dans des citations, hein, le déjeuner sur l'herbe de Manet, vous avez Corot, Basile, toutes sortes de... Et évidemment le modèle nu que vous voyez représenté, qui vous regarde d'une façon très insistante. Donc on a aussi à la mémoire Olympia toutes ces choses qui sont liées dans la peinture moderne, effectivement, à la question de l'érotisation en fait dans la peinture. Donc l'amour en fait d'un médium. Dans cette idée de la nécessité, de l'amour de la peinture, ce qui me semble important aussi en guise de préambule, c'est de dire que dans ces démarches que je vous présente ce soir, vous verrez en fait des artistes qui sont extrêmement libres. Le fait de ne pas répondre à des contingences en fait extérieures, le fait de ne pas être soumis à un dogme en fait esthétique, fait que ces artistes ont été particulièrement libres dans leur manière en fait de se laisser la possibilité de tout explorer. Donc vous allez avoir une boulimie en fait pour tout ce qui fait peinture, et d'ailleurs aussi toutes sortes d'autres référents de culture populaire, donc une espèce de catalysation comme ça de différents référents, la peinture moderne, l'art ancien,
des sources populaires. Chez Raphaël Ricol, vous avez un brassement comme ça des référents aussi. Là, la citation de Goya par Damien de Roubaix, Guillaume Pinard, c'est pareil, vous avez des citations. Donc un musée imaginaire très vaste. Et aussi dans cette idée de la boulimie, vous verrez que ce qui caractérise cette peinture, et j'en viens en fait au sujet vraiment de la conférence, qui était, je ne sais plus le titre exact, mais sur la question de l'hybridité, qui effectivement est une question qui m'interroge et sur lequel je suis en train de travailler pour une publication, parce que je pense que c'est le reflet vraiment d'un moment, d'une époque, et que ça rend compte d'une vision du monde. C'est très important cette question de l'hybridité aujourd'hui. Et je pense que donc, dans cette question-là, il y a l'idée que, étant très libre et s'autorisant toutes sortes de choses, vous allez voir que dans les démarches, dans tous les univers là, de ces artistes, on a en fait un va-et-vient, une absorption de différentes écritures. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses, j'ai entendu tout à l'heure, c'est hyper réaliste, donc vous allez avoir des artistes, mais vraiment au sein d'une même œuvre, ou dans un même tableau, ou dans une même démarche. Pahlavi, par exemple, cet artiste, Axel Pahlavi, c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler à la fois d'une façon très hyper réaliste, dans un degré très poussé, donc il maîtrise évidemment tout le labeur, le savoir classique en fait, d'une façon d'entrer dans la peinture, mais aussi il a dévoré la tradition expressionniste. Il était chez Velikovic en fait, aux abattoirs. C'est un lapsus. J'ai fait une exposition de Velikovic aux abattoirs de Toulouse. Il était élève en fait de Vladimir Velikovic aux Beaux-Arts de Paris, et donc il a absorbé cette tradition expressionniste, très matiériste, et donc des fois dans ses œuvres vous avez des va-et-vient entre ses écritures. Chez Abel Pradalier c'est pareil, vous allez avoir des zones qui sont très léchées, très écrites, et en même temps des aplats de couleurs, des choses qui travaillent sur la planéité, et d'autres sur l'illusion de la profondeur. Donc des chocs en fait dans les écritures, des chocs visuels, des chocs des esthétiques au sein d'une même image. Ça c'est très important parce que c'est vraiment cette question du coup de l'hybridité qui caractérise ces univers. Et par exemple pour Marlène Moquet, c'est pareil, vous allez avoir des plages qui sont très matiéristes, très expressionnistes, un travail vraiment sur les aléas de la matière, et en même temps des zones très écrites, très précises. Donc cette question du désir de peinture, pour moi, elle fait préambule, parce qu'il y a aussi donc il y a cette question de l'hybridité, comment faire image et comment absorber pour faire image toutes sortes d'éléments hétérogènes dans une tradition qu'on regarde et qu'on aime, et donc comment le peintre va piocher en fait des sujets, des images, des manières de peindre pour faire une peinture qui soit singulière et qui restitue une vision du monde. Il y a la question de la confrontation au monde dans cette nécessité. Et vous avez remarqué que dans la plupart des autoportraits que je vous montre, il y a très peu d'humour. Je pense qu'il y a Guillaume Pinard qui a un humour particulier, qui est un peu atypique dans cette génération. D'ailleurs, il n'a pas du tout le même parcours que la plupart des peintres que je vous ai cités. Vous remarquerez que de manière générale, il y a une forme de sérieux, quelque chose qui peut être très noir ou très mélancolique. En tout cas, l'idée que effectivement l'artiste regarde le monde et est là pour être au monde, et il y a une forme vraiment d'engagement et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la notion d'art au sens, pour moi, vraiment noble du terme en fait. Pour moi, être un artiste, c'est vraiment cette question de l'engagement, elle est essentielle. Je ne crois pas qu'on soit artiste pour faire du décoratif ou pour vendre des objets. Enfin voilà, on n'est pas à la banque, on n'est pas dans un magasin, on n'est pas aux Galeries Lafayette. On fait artiste par nécessité, par engagement. Et je suis touchée par cette génération parce que je retrouve en fait cette question de la politique, de l'engagement, qui d'ailleurs leur vient aussi de ce que les aînés leur ont transmis. Et donc ça, c'est très important. Et vous verrez, on en reparlera en conclusion, mais ça peut être aussi un élément assez intéressant d'avoir l'expo là au Sable, et puis à la Panacée aussi à Montpellier, on a un volet sur la jeune peinture. Ça a apparu très clairement. Vous pouvez avoir une continuité avec cette génération, mais aussi une césure.
Et parmi ces jeunes peintres, ce que je vous disais sur la question du marché, du fait qu'ils sont très vite valorisés, très vite vendus très cher, et certains se mettent en peinture parce que c'est super et que tout le monde en fait, des fois il y a un manque en fait d'incarnation, un manque de nécessité. On dit tout le temps que c'est la rivalité, parfois les difficultés de la vie qui nous fortifient et qui nous rendent... c'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est vrai que pour cette génération, le fait d'avoir peint contre vents et marées, et d'avoir dû lutter pour affirmer, pour exister, pour continuer dans leur pratique et ne pas abdiquer quelque part malgré tout ce qu'on essayait de leur dire. Je pense que ça c'est vraiment un trait très important. Donc sur la question donc, de l'artiste face au monde, vous avez évidemment, je pense à De Roubaix aussi qui fait souvent dans ces autoportraits-là, vous avez des référents au dernier Picasso parfois. Avec ces masques mortuaires, vous savez, les derniers Picasso, ça peut être très lié à l'univers de quelque chose comme ça, de juvénile, enfin de faussement juvénile d'ailleurs, ou parfois de très macabre, parce que vous avez des têtes de squelettes, des crânes. Donc vous avez cette référence, la référence à Goya aussi à la période sombre. Donc ça c'est vraiment le côté très sombre de Damien de Roubaix et le côté sombre de Stéphane Pancréac, où vous avez ce côté romantique dont je vous parlais, l'artiste tout seul face au monde, à l'atelier, face au noir comme ça existentiel, qui est assis avec un fond très noir et évidemment là pareil on voit pas son visage, c'est très obscur en fait, hein, il y a vraiment et par exemple ce tableau de Nazanin Pouliandé a été peint par Stéphane Pancréac. Il est très beau, c'est un autoportrait donc de Nazanin et à mon sens il symbolise vraiment ce que signifie l'art pour cette génération. Vraiment l'idée du peintre en fait face au réel, face au temps. Donc la question aussi de la façon dont la création va lutter contre le temps, contre la mort, la question de la mort en fait, hein, du tragique, elle est très, très importante pour cette génération. C'est pour ça d'ailleurs que effectivement vous avez très peu de dérision. C'est pas l'affiliation, j'allais dire à la Warhol, et encore c'est faux parce que Warhol il a tout un côté hyper profond et enfin, en tout cas c'est pas à la Jeff Koons quoi. Je veux dire ils sont pas du tout dans cette esthétique de la parodie, du clinquant. Donc là on n'est pas dans ces écoles là. Et évidemment pour le cas de Zonder c'est pareil, vous avez toute la grande histoire qui est convoquée dans ce dessin qui fait référence à Dürer. Donc tout est catalysé là-dedans. La question en fait de la peinture pour eux, dans ce désir de peinture, ouvre à cette question justement donc de l'hybridité dans laquelle je voudrais vous faire rentrer maintenant. Alors cette question d'hybridité, pour moi, elle renvoie effectivement à cette question de comment dans une image vous allez avoir une collision en fait entre des formes, des images différentes. Et des sens différents. Donc là j'avais écrit un petit texte pour vous rappeler qu'effectivement dans les univers que je veux vous montrer, vous avez toujours, c'est un peu mon fil rouge en fait, dans une même œuvre, une collision comme ça d'hétérogène en fait, une tension d'hétérogène, une saturation, des éléments qui vont venir de différentes époques, des écritures différentes, des sources multiples, art populaire, grand art, donc vraiment une image qui comporte des tensions. Je dis ça parce que c'est pas le cas de toute peinture, que vous avez d'ailleurs dans la peinture des plus jeunes, souvent quelque chose qui est beaucoup plus dans l'unité de l'image que dans cette complexité. Donc vous allez avoir dans cette ambiguïté, dans cette ambivalence, évidemment quelque chose qui renvoie à une vision du monde. Alors une vision du monde au sens politique, morcelé, éclaté, tel qu'on le vit depuis la mondialisation, avec les guerres. Donc c'est aussi la vision d'une époque, mais aussi la vision de l'intériorité. Comment on est à l'intérieur. J'ai une phrase de Nazanin Pouliandé qui revient souvent et qui a fait cet autoportrait d'ailleurs créole, qui dit souvent qu'on lui reproche, parce que alors cette esthétique de la saturation, c'est vrai que ça peut être, c'était pas au goût du jour encore, hein, d'ailleurs encore aujourd'hui ça repousse certaines personnes, le fait que l'image est saturée. Vous avez plusieurs images dans une image souvent, et Nazanin Pouliandé, donc là elle se représente, elle est iranienne, mais elle se caractérise comme faite d'un brassage de culture, de l'Orient, de l'Afrique, et donc là son dessin parle de lui-même, hein, elle est vraiment
dans cette idée de la créolisation. Et du coup, elle dit que cette hétérogénéité, cette complexité, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux questions. La vision du monde de façon politique, je dirais, du monde extérieur, qui est éclatée, et en même temps la vision de l'intériorité. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça fait appel aussi à des traditions différentes, la vision de l'intériorité. Parce que ces questions d'hybridité, elles n'arrivent pas avec cette génération, bien sûr. En histoire de l'art, c'est inscrit dans une continuité des premières modernités, en fait. Vous allez avoir la vision très éclatée politiquement, ça va être du cubisme, Picasso, Dix, les expressionnistes allemands, donc il y a toute une filiation de Roubaix qui s'inscrivent là. Et en même temps, ça peut être les collages, les surréalistes. Donc le bizarre, l'onirique, des confrontations d'images venues de sources différentes. Donc cette hétérogénéité peut être l'intérieur, nos fantasmes, comment dans nos mémoires tout se mélange. Donc ces univers, j'ai choisi en fait des images représentatives vraiment de ces univers. Donc ce que je veux faire, c'est un petit peu faire défiler les choses pour que vous voyez un petit peu chaque univers. Et revenir pour en parler. J'aime bien en général donner beaucoup d'images plutôt que de choisir et d'aller et de venir. Donc là vous avez en fait le travail de Stéphane Pancréac. Donc vous verrez aussi, vous pourrez mesurer comment chaque artiste dans cette question de l'hybridité affirme sa singularité, justement par rapport à comment ça renvoie à une vision du monde. Donc Stéphane Pancréac, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur la question de l'histoire, comme Damien de Roubaix, et que vous allez donc avoir chez lui la question de l'hétérogène, elle est constitutive, comme pour les autres d'ailleurs, de son travail. Vous verrez que dans une même image, il y a très souvent des écritures différentes, donc une confrontation de manières de peindre différentes, des sources différentes, et souvent donc des très grands formats, puisque l'artiste a revisité, donc soit il revisite les grands mythes des traditions païennes ou chrétiennes. Donc vous avez ici la tradition du gisant et ici la tradition de la pietà. Et vous voyez revisiter, vous noterez d'ailleurs que ce qui fait la singularité de l'hybridité chez Pancréac, c'est qu'il mélange à la peinture des matériaux hétérogènes. Et c'est aussi un trait assez caractéristique dans cette prolifération comme ça, saturation de l'image. Et donc vous avez, je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran, mais c'est des zones qui sont, ce sont des mannequins en plastique. Par exemple là le gisant, il est en volume. Si vous le voyez en vrai, vous le verriez de suite. C'est donc quelque chose qui va travailler beaucoup sur la perception du spectateur. Et d'ailleurs, dans mon introduction, j'ai omis de parler de ça, sur la façon dont en fait cette complexité de l'image va créer un rapport très particulier en fait sur le spectateur. Et donc très souvent ça peut créer donc des réactions soit de repoussoir, c'est-à-dire on déteste, soit des réactions on est très touché. D'ailleurs des gens détestent parce qu'ils sont très touchés aussi. Ils n'aiment pas, beaucoup de personnes n'aiment pas être dérangés en fait, ou être et pour ces artistes là, c'est vrai que ça doit créer une déflagration au dedans. Et ils aiment bien que vous ressortiez d'une expo un peu, moi j'adore ça aussi, un peu dérangé quoi. Et donc, la complexité de l'image qu'ils essaient de construire, la question met en avant la question du corps. Je dirais que ce qui relie ces artistes, vraiment, c'est la question du corps. Le corps de l'artiste au travail, le corps représenté dans l'œuvre, c'est vraiment une peinture humaniste, vous voyez, on est vraiment dans une peinture figurative tournée vers l'humain. Et le corps du spectateur, c'est-à-dire comment l'hétérogène des formes, comment l'hétérogène des sujets va rentrer en fait en nous et créer un rapport s'immiscer. Ça crée des espaces d'ailleurs souvent. Stéphane Pancréac, vous voyez là, il travaille beaucoup sur la question de l'espace. Donc un jeu entre des traditions très modernistes qui vont travailler sur l'aplat, ou au contraire, l'apport, là par exemple, il a regardé Bacon aussi comme Pallavigne avec les structures comme ça de Bacon avec vous savez, les cages qu'il fait comme ça avec des personnages dedans. Donc il y a cette idée vraiment du volume et en même temps l'idée de la planéité très, très moderne, très frontale. Donc il y a vraiment cette synthèse en fait des traditions qui vise à créer un effet. Et évidemment la réinvention de la peinture d'histoire. Dans cette question, je vous disais tout à l'heure sur la question de l'hétérogène, ça renvoie à une vision du monde qui est morcelée.
c'est-à-dire la question des guerres, la question du fragment, évidemment, elle renvoie à ces questions-là. Et donc Stéphane Pancréac est quelqu'un qui s'est beaucoup confronté au sujet, au grand sujet en fait de l'histoire actuelle, qu'il va revisiter et mixer avec des référents. Donc vous avez là tout un cycle qui a été fait sur le printemps arabe. Vous avez ici les attentats de Paris sur Charlie Hebdo. Vous avez des références très directes à l'histoire qui sont mixées avec la tradition du gisant, avec des référents christiques, avec des choses qui sont beaucoup plus intemporelles, et évidemment dans une volonté de créer une allégorie en fait de la violence, c'est un peu ce qui les caractérise tous. Certains vont avoir des références directes à l'histoire. Par exemple, de Roubaix peut faire référence aussi au djihad, à vraiment des choses qui sont très en lien avec l'actualité. Jérôme Zonder aussi. Mais par contre, vous avez d'autres ne vont pas faire des références directes à l'actualité, mais tous essaient en tout cas, de façon qu'ils soient en lien direct avec l'actualité ou pas, tous essaient de faire peinture de ça, c'est-à-dire de créer une image qui soit plus qu'un compte-rendu de la violence, en fait. C'est pas une photo, mais au contraire, ça catalyse. Ça, c'est important parce que dans cette réflexion sur l'hybridité, ça questionne aussi pourquoi l'image peinte nous fascine-t-elle, en fait. Pourquoi un tableau survit comme ça après des siècles. Qu'est-ce qui fait l'essence de l'image peinte face justement à la télé, à Internet et à la photo? Et ça, c'est des questions qui se sont posées. D'ailleurs, là, vous voyez l'apport de la photographie dans le travail de Stéphane Pancréac. J'ai Guernica en tête quand je vois ce travail, comme pour de Roubaix, parce que vous avez cette idée comment un peintre est touché par un événement d'actu, comment il voit des photos, des choses dans les médias en noir et blanc, et comment il va faire peinture de ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'intégrer le geste, le travail de la matière, le travail de la couleur, la profondeur, la planéité, l'immolation du corps en premier plan de l'image. Vous avez un travail de la couleur qui interpelle. Évidemment, c'est des pièces qu'il faut voir, elles sont très grandes, qu'il faut voir en vrai pour rentrer vraiment dans l'image. Donc ça, c'est la caractéristique un peu de Stéphane Pancréac. Nazanin Pouillandé, d'ailleurs, une petite parenthèse sur Nazanin, parce que j'en reparlerai en conclusion. Nazanin est né au tout début 1980. Ça me permettra de rebondir après sur justement l'expo là qu'on a ici voir en peinture. C'est qu'en fait, c'est intéressant de voir qu'elle, pour nous en fait au MoCo, Nazanin, elle conclut en fait cette histoire de cette génération résistante telle qu'on l'a appelée. C'est Nouma en Boursin, le directeur du MoCo, qui parle de génération résistante. Pour cette génération qui arrive en peinture au moment où c'est pas du tout à la mode. Et c'est intéressant quand même de voir, ça a duré 10 ans, parce que les premiers, en fait, les aînés, Stéphane Pancréac par exemple, Ronan Barraud, Damien de Roubaix, c'est un peu les aînés, ils sont nés au tout début des années 70. Et Nazanin est née début 80. D'ailleurs, Marion Bataillard, qui est exposée ici, c'est pareil, elle fait vraiment jalon. Sont des artistes qui, quand ils rentrent aux Beaux-Arts, c'est encore mal vu. Claire Tabouret, par exemple, que vous devez connaître parce qu'elle est très connue, elle représente vraiment cette césure, en fait. Elle rentre aux Beaux-Arts, c'est encore dénigré. Mais très vite, par contre, elle explose. Elle est découverte par une galerie parisienne, par Pinot, elle a acheté, et hop, elle explose. Donc c'est vraiment la charnière 2008. Guillaume Bresson, c'est pareil, il explose 2008-2010, il rentre chez Obadia. Donc il y a vraiment cette charnière. Nazanin Pouillandé, pour moi, elle est vraiment le jalon tout début 80, et elle rentre aux Beaux-Arts, donc dans l'atelier de Pat Andrea. Et s'il n'y avait pas Pat Andrea qui la soutient, chez qui elle trouve vraiment il l'oriente dans cette question du collage, la technique de Nazanin Pouillandé sur ces questions d'hybridité, elle est très singulière parce que vraiment, elle travaille sur la question en fait de la collision dans l'image. Donc ça peut être la collision des manières d'écrire, de peindre, la collision des sources, souvent l'utilisation de sources qui viennent, donc des choses qui font référence beaucoup à l'histoire de l'art. Donc là vous avez Adam et Ève chassés du paradis, donc des Masaccio, c'est par exemple aussi ces paysages.
elle fonctionne vraiment, pour le coup, par citation, Nazanin Pouyandé. Donc, elle travaille sur... Elle aime bien le terme de créolisation aussi, dans cette idée du mixage. Donc, elle a vraiment des flashs, en fait, d'images dans sa tête, donc de choses qu'elle a vues, une œuvre d'art ou la position d'une personne sur un tableau. Et à partir de là, elle va greffer en fait les éléments. Et souvent, par exemple, vous remarquerez la végétation, ici par exemple, sur ce tableau, est très bien traitée d'une façon très réaliste, très écrite. Et là, c'est vraiment des citations de tableaux de la Renaissance italienne. Elle est fascinée par la Renaissance italienne. Et donc tous les paysages en fait, que vous voyez ici aussi, c'est Bellini, toute la Renaissance italienne en fait, qui vient nourrir son travail. Donc vous remarquerez dans ces peintures, ce que je vous disais sur l'hétérogène, c'est très caractéristique chez Pouyandé, on est vraiment dans une logique d'image dans l'image. Donc vous avez vraiment des corps dans le corps, ça pour moi c'est très caractéristique de son travail. L'influence aussi beaucoup de l'iconographie de l'art oriental, le Japon, la Chine, elle va travailler beaucoup sur la question de l'enluminure aussi, donc le détail, la prolifération. Donc bizarrement, c'est quelque chose qui peut paraître très classique dans la facture, par rapport à des artistes comme Pancréac ou Ronan Barroux, mais en même temps, du fait qu'elle va utiliser ce métier dans une image qui joue la carte de la prolifération, on arrive à quelque chose de très moderne. Et en fait, la modernité de Nazanin, elle est là, c'est vraiment dans cette question de comment faire proliférer l'image dans l'image, créer le trouble dans la sensation de l'espace, dans le petit, le grand, le premier plan, l'arrière-plan. Donc il y a vraiment une complexité en fait de la façon dont elle sature aussi l'image de motifs décoratifs, comme sur ce tableau, pour contaminer la lecture du motif. Donc vous avez, dans cette question de l'hétérogène, pour moi ce que j'appelle l'hétérogène, en tout cas la complexité de l'image, et c'est pour ça qu'en intro je vous disais complexité d'image égale complexité de sens, c'est que vous avez la difficulté de lire un motif d'une façon unitaire. Pour moi ça, c'est vraiment ce qui caractérise la différence avec certains artistes actuels, émergents, qui sont beaucoup plus dans une vision unitaire du monde, soit dans une tradition très classique, léchée, hyper réaliste, avec l'apport de la photo directe, soit avec effectivement des images très épurées, très simplifiées, avec une chose représentée. Et c'est vrai que dans cette génération, vous avez toujours une complexité, et ça c'est important pour eux, c'est vraiment une façon de chercher une ambiguïté en fait dans le sens aussi et de répondre à nos ambivalences intérieures. J'aime bien aussi la façon dont elle détourne les archétypes de nos inconscients collectifs, de la culture, dans une vision qu'on pourrait appeler féministe aujourd'hui, évidemment, de mettre des femmes sur la croix, et c'est une façon aussi de retourner comme ça les tabous un petit peu aussi de ce qui caractérise notre culture. Alors Mathieu Boissadant, c'est aussi un artiste de cette génération qui travaille, comme Stéphane Pancréac et comme Normien Roubaix, beaucoup sur la question de l'histoire. Là c'est pareil, vous avez une peinture extrêmement dérangeante qui est tournée sur la déflagration d'éléments donc de différentes sources, mais surtout chez lui c'est vraiment la question des échelles. Il va travailler vraiment les échelles, le petit, le grand, pour créer des effets. Vous remarquerez des choses qui sont très petites, des choses très grandes. Et aussi au niveau des référents, tout l'univers de l'art russe du 19e, toute une iconographie comme ça chez lui qui est très dans la palette, qui est très caractéristique. Et ils ont chacun en fait leur propre musée imaginaire, et c'est ce qui fait qu'on peut les différencier. C'est intéressant après dans le détail d'analyser tout ça, mais de manière comme ça, pour voyager un peu et pour survoler, vous remarquerez que chez Boissadant, effectivement, la perturbation de la lecture de l'image est très forte parce qu'on on va et vient sur des échelles différentes. Et c'est très dérangeant quand vous voyez les œuvres en vrai, parce que vous n'arrivez pas à faire le point sur l'image, vous ne faites pas de fixité. Il n'y a pas de fixité puisque vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Le regard circule beaucoup sur l'image. Donc Mathieu Boissadant. Alors un artiste aussi qui est très connu pour cette génération, c'est Ronan Barroux, qui est à la galerie Claude Bernard. Ils sont tous dans des galeries un peu comme ça, parisiennes, un peu
assez reconnu maintenant. Et alors c'est marrant parce que Ronan Barreau, par rapport à tout ce que je vous ai montré, c'est peut-être un artiste que vous considéreriez plus comme un artiste classique dans la facture. Et ce qui est intéressant dans la peinture de Ronan Barreau, et ce qui est vraiment hallucinant, c'est comment l'artiste, dans ses paysages ou dans ses portraits, ou dans ses peintures d'histoire d'ailleurs, va confronter des écritures très différentes, et en fait il va réactualiser dans les paysages. Vous pouvez avoir des effets d'atmosphère, de lumière, de touche qui proviennent, mais là ça va de l'art du XVIIe à Corot au XIXe, Courbet. C'est une peinture éminemment cultivée et qui fait bouger avec l'apport de la modernité, Eugène Leroy, les empattements de matière. Il y a vraiment chez Ronan Barreau une boulimie et un amour de la peinture. C'est quelqu'un qui est hallucinant et qui, par exemple, à l'époque des Beaux-Arts, je me souviens encore de soirées où en fait, entre eux, ils s'amusaient à reconnaître des tableaux en fait, de l'histoire de l'art. Et ils prenaient des livres d'art. Et Ronan, en fait, c'était le seul qui arrivait à reconnaître un tableau. En fait, les copains cachaient tout le tableau et ne laissaient mais que 1 millimètre sur 1 millimètre d'une peinture. Et à chaque fois, mais alors ça allait de l'époque des grottes au 19e, Ronan Barreau était le seul qui en une seconde, avant que même les autres disent quelque chose, il savait ce que c'était. C'est quelqu'un qui est très très cultivé, c'est un fils de peintre, mais je pense que bon voilà, c'est particulier à lui, il aime ça, et c'est assez virtuose en fait. Et je pense que cette virtuosité, elle se retrouve dans sa peinture. Et par exemple, Ronan Barreau, c'est quelqu'un... Donc l'image parfois peut sembler moins hétérogène par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, mais par contre, il maîtrise absolument cette confrontation entre des écritures très expressionnistes, très matiéristes, qui vont travailler justement, voilà, je vous disais Leroy, Rébérol, il y a tout cet apport de la question de la matière, et en même temps des détails très classiques, très, comme Bacon par exemple aussi a pu le faire en aîné, donc des choses qui sont au niveau des visages, une présence qui est incroyable, avec une défiguration sur le tour, donc un désir vraiment de jouer sur cette confrontation entre l'écriture très, très classique, très écrite, et au contraire quelque chose de délié, de fantomatique. Et j'aime beaucoup, moi, dans ces tableaux qui font référence à l'histoire, contrairement justement à Stéphane Pancréac, que je vous ai montré tout à l'heure sur les grands formats en référence au printemps arabe ou à des événements d'actualité, où vous verrez pour Damien de Roubaix tout après, je vais vous montrer. Ronan Barreau, quand il se confronte à l'histoire, on a les émeutes policières, les ouvriers qui travaillent, qui sont fatigués, des fouilles policières aussi, des émeutes d'ouvriers, mais toujours filtrées par la tradition chrétienne, les dépositions, le voile de Véronique, ici l'ouvrier à droite que vous voyez qui tire un sac de gravats, en fait ça s'appelle Annonciation et ça fait référence au voile de Véronique. Là à gauche vous avez une déposition, c'est comme une Marie qui est éplorée sur son fils, et ça peut être une scène tout à fait contemporaine de quelqu'un qui se fait massacrer et d'une femme qui tombe à terre pour voir la victime. Il y a vraiment en fait une intemporalité chez Barreau que je trouve particulièrement puissante, et donc dans cette question de l'hybridité chez lui, ça c'est vraiment important. Comment rendre compte des fantômes de l'histoire? Parce qu'il y a plein de façons de rentrer dans cette question-là, vous imaginez, c'est très complexe, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est cette question de l'histoire, et je trouve que ces artistes se sont beaucoup confrontés à l'histoire, et quand vous regardez l'histoire, vous essayez de capter ce qui fait le temps cyclique, la répétition. Nietzsche parlait d'éternel retour, c'est une notion que j'aime beaucoup. Comment les choses reviennent, la violence revient, les guerres reviennent, et je pense que tous, de Roubaix, Pancréac, Nazanin aussi, dans ses grands tableaux, ses allégories, vous voyez, Nazanin, elle a vécu la guerre en Iran. Bon, là, on a les tableaux du 19e, les grandes scènes de bataille, la position comme ça, on a tous ces tableaux en mémoire. Il y a aussi les ruines, en fait, en Iran, dans le fond de l'image, elle utilise des documents aussi, mais tout ça, c'est digéré. Il n'y a pas de référent, en fait, direct pour elle, c'est vraiment une allégorie de la violence.
Donc que ce soit direct ou indirect, encore une fois, il y a vraiment ce désir de questionner les fantômes de l'histoire, et donc cette idée d'éternel retour, en fait, de comment aujourd'hui on perçoit l'histoire, nous qui avons cette conscience, parce que c'est vertigineux en fait, on a la conscience de la mort de Dieu, et puis maintenant tous les massacres vus à l'aune de tout ça, et en même temps on a ce musée imaginaire qui nous est révélé, cette vie magique des œuvres qui traversent les siècles. Alors ça, c'est la période de l'intemporel. Je ne sais pas si vous avez lu André Malraux. Moi, ça m'a fasciné, La Métamorphose des dieux. Il définit l'histoire de l'art comme une confrontation en fait, des artistes à l'ordre spirituel qui évolue, l'ordre philosophique, l'ordre religieux. Donc là, tout le côté surnaturel de l'art ancien avec le rapport à la religion, les croyances en fait, l'icône qui renvoie à l'au-delà, tout le côté irréel de la Renaissance qui va capter un irréel à travers justement un réalisme très, très pointu, et la question de l'intemporel qui va être la modernité de manière à aujourd'hui, dans laquelle ces artistes s'inscrivent en fait, qui est justement la foi dans la création, la valeur de l'art en tant qu'art qui persiste à travers les siècles face à la mort, face à la destruction, et que les artistes vont rechercher. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, vous regardez tous, ils ont des musées imaginaires très variés, et vous voyez Nazanin, souvent, là je sais pas si vous le voyez bien, mais elle représente le travail en train de se faire. Le dessin au milieu, elle se fait la main, la palette, donc il y a une espèce de presque de déification de la création, quelque chose de très romantique qui dit tout ça aussi. Je pense que ça vient de cette histoire-là. Comment depuis le 19e avec la modernité, il y a un mouvement aussi, une mutation des formes qui est due aussi, ça commence avec Manet en fait, qui est due à ça. Ça fait quoi de voir toute cette création qui nous survit? C'est très émouvant en fait de voir cette trace des hommes laissée par les hommes comme les grottes. Quand on va dans une grotte, c'est quand même c'est magique. Enfin, moi je sais, ça me met des frissons parce qu'on a la sensation comme ça de quelque chose qui ne peut pas mourir. Et je pense que quand on est artiste, qu'on écrit, qu'on peint, c'est que quelque part on a cette prétention, ce désir fou de laisser quelque chose qui soit éternel, quoi, qui dure. Ça peut paraître prétentieux et fou, mais je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans cette question de l'hybridité et de leur peinture. Alors Axel Pahlavi, qui c'est un peu le maître de ces va-et-vient comme ça entre des écritures très écrites et des choses qui sont très réalistes. À noter d'ailleurs que Pahlavi, vous pouvez dire c'est hyper réaliste et c'est très classique, par exemple quand vous voyez ça, mais en fait quand vous analysez les tableaux, donc vous l'entendez parler, c'est passionnant parce qu'il décortique en fait l'art classique, et souvent il confronte donc les manières de faire, mais aussi les points de vue. Par exemple, le corps de la dame là, qui est représentée, c'est Florence, son épouse, au sol. Donc c'est via le Caravage, la mort de la Vierge, des citations de tableau. Le corps est complètement démantibulé, en fait, il est représenté sous plusieurs angles différents. Vous allez avoir vraiment une décomposition. Donc là c'est pareil, c'est toute la logique, l'héritage du cubisme, mais pourtant là c'est vraiment dans un métier très classique. Donc c'est ça qui est déstabilisant. Donc vous avez en fait l'impression qu'il y a des personnages complètement démantibulés, désarticulés, on ne comprend pas bien pourquoi. Et donc une sensation très dérangeante en fait, et c'est voulu par l'artiste. Et cette crucifixion, si vous allez voir l'expo à Montpellier, si vous voyagez un peu d'ici, mais ça finit en juin, que vous passez par le sud, là par Montpellier, vous avez cette crucifixion qui est représentée avec des détails très très hyper réalistes. Et les pieds par exemple sont des... C'est juste, il n'y a rien quoi, il y a très peu de matière avec un geste comme ça posé en aplat. Et en fait Pahlavi c'est vraiment pour moi le maître des déflagrations comme ça de style dans une même image. Comment donner corps? Alors là par exemple ce travail c'est l'artiste qui se représente en bas avec ce qu'il a dans sa tête. Vous avez vraiment cette espèce de grande bulle qui fait référence à la bande dessinée, parce que dans la question de l'hybridité, il y a aussi les sources, et la culture populaire, elle a beaucoup importé pour ces artistes. Zander, Ricol, Pahlavi, c'est des artistes qui ont beaucoup regardé la bande dessinée, la science-fiction. Et donc ça vient aussi se mêler dans leur champ de référence. Et là, il fait un tableau immense de 4 mètres de long qui représente en fait plein de têtes, mais représentées de façon différente. Vous avez toutes sortes d'écritures, expressionnistes, abstraits,
photographique. Et donc pour lui, c'est vraiment une façon de rendre compte de l'hétérogénéité du monde et de ce qu'on est. À noter aussi que chez Pahlavi, vous avez souvent la réactivation de la tradition chrétienne. C'est quelqu'un de très très croyant, vraiment un allumé mystique, hein, parce qu'il est vraiment particulier. Même, je veux dire qu'il est dans cette foi, il est particulièrement étonnant. Il est très déstabilisant, cet artiste, quand vous parlez avec lui. Et en fait, je trouve que dans sa peinture, ça se retrouve beaucoup. Cette question de la foi et aussi du doute. Et vous voyez, par exemple, dans les grands tableaux, vous avez à la fois cette idée, en fait, de l'annonciation, de l'ange, de l'enfant, de l'idée de la résurrection, de quelque chose de nouveau qui vient. Et en même temps, de la mort qui est là, du doute, de la perte. Et en fait de la perte de la foi. Il y a les deux en fait chez lui, et je trouve que c'est fort parce que même si on n'est pas croyant, l'œuvre évidemment elle parle parce que ça nous sommes faits aussi d'élan et de chute, c'est-à-dire même sans croire en Dieu en tant que tel ou sans être pratiquant, on a tous des moments de up, de down, ça fait partie de l'humanité. Donc je trouve que ces peintures justement travaillant sur l'hétérogène, elle renvoie beaucoup à ce que nous sommes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant parce que vous, quand vous les entendez parler, ces artistes, ils vous disent que le fait d'investir le corps quand vous êtes dans une écriture très poussée, très pointue, c'est la contemplation, prendre le temps, être immobile, et parfois la gestuelle, les empattements, le coup du pinceau très expressionniste, c'est au contraire l'énervement, on va vite, on écoute de la musique du hard, du rock, ou alors on écoute du classique. Donc il y a vraiment ce rapport des humeurs aussi, hein, qui est représenté à travers en fait cette hétérogénéité dans cette peinture. Jérôme Zonder, qui lui est vraiment dans un travail très noir de rapport à la grande histoire. Il va brasser comme ça les références à la Shoah, aux destructions contemporaines, et en même temps ça brasse la référence à l'art pariétal, à l'empreinte. Donc lui, il travaille vraiment que la pratique du dessin, noir et blanc, et il va être, pour moi c'est l'un des maîtres avec Pahlavi, entre autres, de cette question de comment dans une image on catalyse une hétérogénéité. Vous allez avoir des figures, par exemple, comme ce dessin, où à l'intérieur du visage, vous allez avoir une plongée, une porte qui s'ouvre à l'intérieur, des morceaux d'organes, un corps de femme, l'amour, la mort, tout est mêlé. C'est pour ça qu'en introduction, je vous disais, cette hétérogène, elle renvoie à ce qu'on est aussi au-dedans. Jérôme Zonder citait une fois un palimpseste de mémoire, c'est Baudelaire qui parle comme ça. C'est tout à fait ça. Palimpseste de mémoire, vous voyez Baudelaire, modernité, enfin voilà, en 19e. Donc cette intériorité, cette question de l'intériorité. Vous avez une espèce d'accumulation. En nous, on est l'enfant c'est fou, en vieillissant, moi je mesure ça aussi en ayant eu un enfant, comment en nous on est l'enfant et le vieillard, ou comment on est le passé, le présent, les temps se mêlent, il y a quelque chose en nous qui vieillit pas, enfin, et c'est très étrange de voir la cohabitation de ça en fait en nous. Je pense que c'est des peintures presque qui pourraient être vues à l'aune de la psychanalyse, enfin, d'ailleurs héritage du surréalisme. Vous voyez, on est dans cette idée de la plongée des modernités dans l'intérieur, dans l'intériorité. Alors, chez Jérôme Zonder, en tout cas, il y a vraiment du coup une virtuosité de la manière de représenter. Et bizarrement, lui, il est dans une forme de noirceur. Donc, la guerre, la déchirure, le macabre, et vous remarquerez d'ailleurs la cohabitation. Je vous parlais tout à l'heure de l'héritage de la culture populaire. Vous voyez là le visage d'enfant dessiné très schématiquement, l'apport du dessin animé, de la BD, de la science-fiction. Il y a tout un travail à faire, une expo aussi à faire sur l'apport de la bande dessinée, sur la peinture. C'est passionnant parce que vous avez vraiment une densité comme ça des sources qui viennent cohabiter, les enfers de l'art médiéval, de Bosch. Il y a tout qui est catalysé. Hitler, la croix gammée, donc l'histoire au sein du Che Guevara, derrière, vous avez vraiment toutes sortes de référents au sein d'une même image. Donc j'insiste,
parce que c'est vraiment cette question de comment dans une même image on catalyse tout ça. Et alors bizarrement, Jérôme, il est beaucoup donc dans l'idée de la noirceur et ça aurait tendance à repousser certaines personnes. Et bizarrement, il a toujours beaucoup de succès, il est collectionné, enfin, à chaque exposition, tout est acheté, il y a vraiment une espèce d'engouement comme ça pour ce travail. Je pense que c'est dû vraiment à cette question de la virtuosité, la façon dont il maîtrise en fait le dessin d'une façon très classique, et les libertés qu'il prend avec justement des choses plus en aplat, plus libérées, qui font référence au dessin d'enfant. Je pense que c'est cette cohabitation justement dans les écritures qui fascine. On a des virtuoses, là, Pahlavi, Barrault, tous ces artistes-là, c'est vrai qu'ils ont... Alors Christine Guinamant, avec Damien de Roubaix encore sur la question de l'histoire, beaucoup. Et Christine Guinamant, vous vous souvenez, pour Stéphane Pancréac, je vous avais dit qu'il mêlait dans l'hybridité des mannequins. Alors Christine, elle travaille vraiment sur l'idée de l'hétérogène avec des... Donc il y a des documents, là vous voyez un champ de corps allongé, en fait c'est beaucoup de documents qui viennent de livres d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale. Elle travaille beaucoup sur la guerre. Pour ça, je vous disais, fragmentation du monde, éclatement du monde. C'est des artistes qui ont une conscience politique très forte. Donc, et par exemple, pour dire cet éclatement, elle va utiliser des puzzles. Je ne sais pas si vous voyez les morceaux. Donc, vous avez des morceaux, je crois qu'on le voit bien ici, voilà, en bas de l'image ici, vous avez en fait, elle colle des puzzles. Et vous avez vraiment l'idée de... Comment donner corps dans le corps de l'œuvre à la sensation de la pulvérisation du corps par la guerre. Bon, je veux dire là, c'est vraiment très littéral, mais c'est donc tradition expressionniste, Dix, qu'on retrouve aussi chez de Roubaix. Donc vraiment la question de se confronter à la violence de l'histoire, à la pulvérisation de l'individu face à l'évolution du monde contemporain aussi. Donc une pratique qui est assez noire. Et sur cette question de la conscience historique, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. Alors je regarde l'heure, il est 19h29 parce que j'ai tendance très souvent à légèrement déborder. Donc là j'avance sur de Roubaix, et en fait je pense que de Roubaix ça rejoint un petit peu les questions de l'histoire que j'ai évoquées avec... bon là j'ai une mauvaise image, elle est floue, elle était exposée... dans l'exposition, Gaëlle, que tu avais faite aussi. Elle est très belle, cette toile, elle me plaît beaucoup. En fait, donc vous avez, comme pour Stéphane Pancréac, des références effectivement très souvent à l'actualité directe, mais aussi une confrontation, donc là la victoire romaine, la référence au SS, ou alors des idoles, tout le côté aussi art tribal, les arts premiers. Il y a vraiment un brassage en fait, une tradition du collage qui va du cubisme au dadaïsme en fait. Donc le dadaïsme, c'est vraiment l'idée aussi de la politisation en fait de cette question de l'hybridité. C'est important, et c'est vrai que vous avez chez de Roubaix une puissance aussi qui est due à... Il travaille souvent ces formats-là sur des très grands formats. Donc il y a vraiment le désir de se confronter, tout comme Pancréac, mais différemment dans les styles, à la question justement de la grande peinture d'histoire. Et ça c'est important parce que c'est aussi une distinction avec certains artistes, jeunes artistes. C'est marrant. Cette génération s'est beaucoup confrontée à l'ambition du grand format, du très grand format, de la peinture, des grands formats. Et les jeunes artistes aujourd'hui souvent travaillent dans des petits formats. C'est marrant parce que soit des détails, soit des tout petits formats. Il y a une ambition comme ça, et une conscience historique qui les caractérise. Je terminerai là-dessus sur la génération. Raphaël Ricol, que j'aime beaucoup, qui travaille sur la confrontation. Là, c'est pareil, très nourri, soit de la grande peinture, soit de la culture populaire. Ça crée comme ça des choses très surréalistes aussi. Et là, par exemple, la référence à Oedipe, la référence aux anges, la référence aux gisants, toute une tradition comme ça qui est réactivée dans ces peintures, et une déflagration produite par des éléments comme ça très hétérogènes. Donc elle peut tendre vers effectivement une tradition surréaliste. Et je terminerai du coup avant de conclure, par cette question aussi du surréalisme et de l'érotisme. Donc Abel Pradalier et Oda Jaune,
Par exemple, vous voyez que vous avez une confrontation de corps nus très, très écrits, très réalistes, dans des amas comme ça de couleurs, très empâtés, très expressionnistes. Donc quelque chose qui renvoie vraiment, vous voyez, avec des éléments très hétérogènes, presque une peinture de la mémoire, hein, là pour le coup, avec les souvenirs d'enfance. C'est une peinture à Marcel Proust. Lui, Abel Pradalier, en plus c'est quelqu'un de très très cultivé. On a vraiment la sensation qu'il cherche à créer dans sa peinture cette idée que recherchait Proust à travers cette question de la chambre où l'enfant va se remémorer, l'idée de la Madeleine qui vous ramène à toutes ces sensations, à la recherche en fait du temps, cette question vraiment du rapport à la collision dans la mémoire des souvenirs. Abel Pradalier, c'est vraiment une peinture comme ça, avec des choses bizarres qui vont être très petites ou très grandes, vraiment des visions très oniriques. Alors Marlène Moquet, on est aussi dans un univers qui est sur la question de l'onirisme, puisque vous allez avoir, mais beaucoup plus dans le travail de la matière. Marlène Moquet, elle part vraiment des aléas de la matière, c'est les dégoulinures, c'est les erreurs en fait dans la façon de poser la couleur qui vont l'amener à faire un motif, et après elle précise, elle fait des choses comme ça très écrites, très précises, et en même temps des choses très, très, très lâchées, très matiéristes, et évidemment là c'est pareil, on est dans une prolifération, une saturation de couleurs, de motifs dans le motif, et là c'est un univers très onirique, effectivement de nature surréaliste, comme on peut l'évoquer chez Oda Jaune en fait, qui à mon sens effectivement se situe entre la tradition allemande, expressionniste allemand. Elle était l'épouse de Immendorf, donc elle a bien appris en termes de peinture. Elle arrive à Paris qu'en 2008, donc elle n'a pas vécu cette histoire de confrontation avec des gens qui n'aiment pas la peinture, parce qu'elle vient d'Allemagne, donc du coup là-bas la peinture ça a toujours été accepté, enfin par évidence en même temps, ça a toujours été là. Et en fait elle travaille beaucoup justement sur la déflagration comme ça d'onirisme, d'éléments qui cohabitent au sein d'une image, de petits, de grands. C'est très fantasmatique en fait. Elle dit qu'elle recherche à explorer l'inconnu et les images mentales qui nous habitent. Donc en gros voilà, pour conclure, ce que je voulais vous dire sur cette question de l'hybridité, est-ce que c'est spécifique en fait à cette génération ? Donc, je vous ai expliqué qu'effectivement, il y a quand même des choses qui viennent des premières modernités, que c'est une façon de percevoir le monde et les mutations du monde depuis l'apport de la photo, depuis les débuts en fait de toute une évolution de la modernité qui a eu un impact déjà sur les artistes, de l'impressionnisme au cubisme, aux expressionnistes et aux surréalistes. Donc bien sûr, cette esthétique du fragment et de l'hybridité, elle vient de là. Mais elle est vraiment systématisée d'une manière symptomatique dans la peinture de cette génération. Et je pense donc que c'est une génération, ce que j'appelle une génération de l'entre-deux. Il y a une explication en fait historique. Pourquoi, bien que d'autres l'ont fait avant, et leurs aînés d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure des aînés qui étaient profs aux Beaux-Arts, ont travaillé aussi sur cette hybridité des sources, la figuration narrative, la question de faire cohabiter des sources différentes, la question des clashs comme ça, l'héritage du pop art aussi américain. Donc il y a vraiment cette question de l'hybridité était déjà là, le regard politique, la conscience politique qui est transmise aussi par les aînés, mais c'est catalysé dans cette génération d'une façon comme ça vraiment exponentielle. C'est une génération de l'entre-deux, et je me situe dans cette génération de l'entre-deux, je l'ai vécu dans mon corps. C'est-à-dire que c'est une génération donc, déjà qui éprouve la transition entre le monde d'avant et le monde d'après Internet. Je pense que c'est très très important dans la manière d'apprendre l'image. C'est-à-dire qu'on a connu le temps de la contemplation, le temps du livre, le temps de l'immobilité, le temps des vacances dans un endroit. À un moment donné, pendant 3 mois, on est bloqué, ou pendant 2 mois, et on est là et on doit bidouiller, marcher dans la campagne. Et après, on connaît les low cost, les offres exponentielles de tous les voyages aux 4 coins du monde. On peut bouger un week-end, une journée à l'autre bout du monde, voir le train, le TGV, Internet qui arrive, la déferlante d'Internet. On a quand même 20 ans quasiment, enfin un peu moins, mais pour certains en tout cas, ils ont 20 ans, donc ils sont déjà construits dans leur structuration mentale. Donc cette perturbation, elle induit aussi une capacité cognitive, et c'est très intéressant, à comment on peut être à la fois dans la contemplation, l'arrêt, l'absorption des traditions, le côté de la technicité, et en même temps
absorber tous les cuts de la modernité, le flash, couper le fragment, aller vite, tac, tac. Ils catalysent en fait dans leur corps, je pense, dans leur façon de voir ça. Ce sont des enfants de baby boomers, des enfants de parents qui ont vécu mai 68. Des parents qui ont dans leur propre corps, qui portent en fait des contradictions incroyables. Ils ont porté des modèles qu'ils ont pulvérisés. Le mariage, le divorce, les idéaux politiques, on y croit, les désillusions, Bloom, les années 70, la joie, la peine, une espèce de contradiction incarnée à l'intérieur d'eux-mêmes, politiquement, de manière sensible, des ups, des downs pour le coup, qu'ils ont absorbé en fait de façon transgénérationnelle. Une génération de l'entre-deux, entre la paix et la guerre. C'est des artistes qui, à majorité, moi c'est mon cas, n'ont pas connu la guerre, sauf Pahlavi et Nazanin qui viennent d'Iran, mais des artistes qui portent la guerre de façon transgénérationnelle. Je suis perturbée par ces questions parce que je suis fille d'un père sicilien et d'une mère ukrainienne qui a connu voilà, la famine en 1936 en Ukraine, village rasé, parti, la déportation aussi via d'autres membres de la famille. Et ça, c'est caractéristique de toute cette génération. Je veux dire, de Pancréac, tous ces artistes en fait que je vous ai cités sont des artistes boissadants qui portent en fait cette question de la guerre. Jérôme Zander, sa mère a vécu la guerre d'Algérie. Il explique comment c'est hyper perturbant en fait l'idée du non-dit, du trauma qui n'est pas exprimé mais que tu ressens. Une mère qui parle dans des noirceurs, qui parle de suicide, qui n'est pas là, qui est là sans être là. Et en fait, lui, il reçoit ça. Et il l'absorbe, et il l'absorbe. Donc cette question en fait de comment aussi le rapport à la guerre est intériorisé. C'est pour ça que cette question de l'hétérogène, je vous parlais de vision intérieure, c'est super intéressant parce que c'est effectivement une vision qui est intériorisée. C'est la guerre à l'intérieur. Et ça transparaît en fait dans leur façon de représenter l'histoire. L'histoire pulvérisée, l'histoire fragment. Donc c'est aussi cette question de la guerre, de la guerre intériorisée. Donc c'est effectivement spécifique à une génération pour ça, cette génération de l'entre-deux, et c'est ce qui, à mon sens, explique pourquoi c'est vraiment mis en avant dans leur peinture d'une façon très importante. Pour terminer, je dirais que, bien évidemment, comme ça caractérise cette génération, mais que ça l'était avant, ça peut aussi se retrouver sur les jeunes générations. Et il y a des artistes qui vont se situer dans cette continuité. Et c'est super intéressant parce que là, l'accrochage que Gaëlle a fait avec Anne Dari, en fait, vous avez par exemple la salle que j'adore, il y a Laurent Prou, en fait, donc il y a des artistes qui sont du tout début 80, qui sont des artistes que nous on a un peu intégrés en fait à cette génération 70. Marion Bataillard aussi, qui sont dans Laurent Prou, qui sont dans quand même dans une hétérogénéité en fait de l'image, et ça marche vachement bien avec Aurélie de Heizelin, c'est pareil, elle est vraiment début 80, et Aurélie de Heizelin est à côté d'une artiste dont j'ai oublié le nom, il faudra que j'aille voir, du coup ça m'a vachement intéressée sur le côté, mais en fait elle est dans une esthétique aussi comme ça de l'hétérogène, et elle est née début 90. Oui, ça, ouais, ça c'est super, et en fait elles viennent de l'école de Strasbourg. Et l'école de Strasbourg, c'est là où a été prof Mathieu Boissadan. En fait, ils n'étaient pas du tout... ils étaient vraiment dans une logique de absorber toutes sortes de référents. Et ils se sont construits dans cet univers-là. Et elles se ressemblent du coup avec Aurélie de Heizelin. Je trouve que c'est très intéressant. Et donc, ils sont dans cette continuité. Mais par contre, ce qu'on peut voir aussi, je terminerai là-dessus, ce qu'on peut voir là dans l'exposition Voir en peinture, à la Panacée à Montpellier d'ailleurs aussi, et dans d'autres expositions, il n'y a pas que ça, mais il y a les deux, c'est que vous avez aussi, dans les différences, une nouvelle génération qui n'est plus du tout dans ces considérations. Donc ça peut être évidemment hyper intéressant et positif, comme ça peut être à critiquer. Et là, je pense que c'est à voir, le temps, on n'a pas encore assez de recul. Mais il me semble que donc vous avez effectivement deux tendances. Enfin, la tendance des artistes qui manquent de fonds et qui vont effectivement travailler, peut-être qui répondent à un rendement et qui sont dans une forme de côté des petits formats très lisses, avec une attention accordée à des choses très anodines, en fait, très quotidiennes, un bout de fleurs, un bout de cendrier, un bout de... Donc on s'interroge un peu sur le pourquoi, moi pour ma part ça me laisse un peu dubitatif par rapport au sens de ces œuvres-là. Et après vous avez aussi le désir de travailler sur une image beaucoup plus unitaire.
Donc l'apport de la photographie, je pense à Romain Ventura qui a la panacée, mais ici on a aussi des démarches qui absorbent la question de la photo d'une façon et des techniques très hyper réalistes, très classiques, avec une unité d'image, mais où il peut y avoir une dimension politique très forte, un rapport à la précarité, avec des SDF représentés, des choses, donc ça peut être aussi politique. Mais par contre, il y a moins effectivement d'images qui vont en une seule image catalyser cette hétérogénéité d'une façon. C'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment symptomatique de cette génération, et que c'est un vrai sujet d'histoire de l'art. D'ailleurs, c'est pas c'est un peu un condensé de tout ce que j'ai lu sur d'éminents historiens ou critiques qui ont déjà écrit sur eux, sur toutes les discussions qu'on a avec les artistes, et sur ce désir effectivement d'en rendre forme dans une théorie, parce que ça rend compte quand même aussi d'un état du monde actuel. Donc pour moi, cette question en fait de l'émiettement de l'hybridité, elle renvoie à un état du monde qui va mal, mais ce qui est très important, c'est que ça fait sens en fait, et qu'il y a un désir, c'est pour ça que pour moi la question de l'engagement elle est très forte, il y a un désir de réenchanter le réel, un désir vraiment, c'est un projet dans leur peinture comme en écriture, vous trouvez ça, et des auteurs qui vont partir dans des délires de post-Mallarmé, la page blanche, le jeu des mots, et des auteurs qui ont une structure classique, qui sont là pour vous dire comment le monde va pas, et qui sont dans l'émotion, et qui vous font réfléchir. C'est des écoles en fait. Donc ces artistes, ils essaient vraiment de rassembler, de suturer. L'idée de la suture, elle est hyper importante, je trouve ça vachement beau. C'est comme un corps qu'on répare. Moi j'ai été opérée, j'ai de l'œil, je sais pas, je sens en moi les cicatrices, j'ai l'impression que c'est une peinture, vous voyez, évidemment, qui travaille vraiment sur les... Je ne vais pas aller dans les détails, mais les puzzles, c'est ça, et puis elle va avec du fil, elle va coudre comme ça les choses, elle va les souder. Il y a vraiment cette idée de suturer des éléments hétérogènes entre eux, donc de réparer. Donc c'est hyper important, parce que ça sert à quelque chose, je veux dire, il y a une dimension politique. Et donc ça redonne du sens, et en autant de folie, là, de guerre, de déshumanisation, depuis le Covid, depuis Macron, depuis tout ça, je veux dire, il y a tellement de précarisation et d'isolement en fait, des gens, de choses insupportables. Je trouve que cette peinture a d'autant plus de rôle à jouer et d'importance pour demain, parce que justement ça réconcilie et ça rassemble les individus. Et d'ailleurs, la question de la peinture d'histoire chez eux est très forte, parce que justement, il y a beaucoup cette idée de faire revivre l'inconscient collectif, de se réapproprier les grands mythes pour réenchanter le réel, et effectivement retrouver du lien entre les hommes. Je ne sais plus qui c'est qui disait Éluard ou Picasso, l'art est le plus court chemin d'un homme à un autre. J'ai toujours gardé ça en mémoire. Je trouve que c'est très beau, très simple, mais très beau. Et effectivement, ces démarches, de par leur nature comme ça, très hétérogène et très hybride, à mon sens, arrivent en tout cas à se connecter à ce qui nous rend profondément humains et à nous relier. Voilà. Donc je pense que cette question-là, elle est d'autant plus d'actualité qu'elle résonne avec un monde de plus en plus morcelé, de plus en plus coupé. L'impact de la mondialisation, du numérique, dans la façon dont on a d'absorber les choses, c'est très inquiétant. Je veux dire, la façon dont les jeunes aujourd'hui vont regarder aussi par scannage, par incapacité à appréhender une œuvre dans une complexité. Je pense que c'est important en fait quand même de penser et d'avoir une vision comme ça qui embrasse. Ils sont pas réactionnaires, je veux dire, ils sont pas passéistes. Ils embrassent ces évolutions du monde moderne. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'apport des premières modernités formellement, quoi. Je veux dire, ils embrassent ces césures du monde, ces mutations, mais pour redonner une forme et refaire une œuvre qui synthétise tout ça. Je ne sais pas si j'ai été, si c'était un peu trop. J'espère que ça vous a parlé ce que je viens de vous dire, parce que c'est toujours une angoisse quand on travaille sur des sujets de les partager avec le grand public, parce qu'on se dit, est-ce qu'on est dans des considérations vraiment d'histoire de l'art ou de choses qui n'intéressent que, ou est-ce qu'on arrive à toucher quand même des choses humaines. Bon, je pense que là, de par le sujet, ça résonne aussi quelque part, mais je suis curieuse d'avoir vos retours et d'échanger avec vous. Là, vous voyez mieux
ce que je vous disais sur la palette et le travail en train de se faire, hein, de personnages qui dessinent en même temps. Du petit dessin dans le dessin, de l'image dans l'image. Oui, sur les détails, et c'est vrai que c'est des... Et puis quand ce sont des peintures qui sont vraiment à appréhender pour le coup en vrai, parce qu'il y a un travail très poussé en fait des détails. Hein. Donc là, vous voyez sur Boisse à dents, ce que je vous disais sur les rapports d'échelle, et je pense que du coup, je vais vous montrer Pahlavi, ça a dû... Pahlavi aussi, voilà, c'est vraiment un travail qui, sur la confrontation comme ça des écritures, que vous percevez vraiment bien quand vous voyez... Ça c'est pareil, c'est à la fois dedans, dehors, le mouvement et l'inertie. De toute façon, dont il représente les paysages aussi, elle est vraiment intéressante. Moi, cette génération-là, ce que tu nous as montré, ça me fait très fort penser, c'est vrai, tu l'as dit, à la figuration narrative, en fait. Oui. À Arroyo, par exemple, enfin, on en connaît plusieurs. Ouais, Arroyo et... C'est pas la même esthétique, parce que c'est très froid, très lisse, mais cette hybridation dont tu parles, ce collage de références, mais c'est ça. Vrai, et cet engagement politique, bien sûr. Ouais. Ça fait beaucoup penser à ça. C'est ça, et Hérault aussi, tu vois. Et d'ailleurs, le MAC de Lyon qui avait fait qui est très soutenu Hérault et la figuration narrative, adore le travail de Nazanin Pouyandé, tu vois, la conservatrice et Mathieu Lelièvre, là. Donc il y a des affinités, des choses. Mais c'est marrant parce que c'est cette question justement de l'hybridité et de la politique, mais en même temps plus incarnée, quoi. C'est-à-dire effectivement un travail. Ouais. Ils ont absorbé du coup l'héritage plus des expressionnistes, du travail de la matière, et c'est ce qui fait cette singularité. C'est marrant. Les hybridations, elles ne cessent de se réinventer en fait du coup. Ça c'est passionnant aussi, hein, cette question de comment depuis Manet à aujourd'hui, ça se réinvente sans cesse avec la confrontation des musées imaginaires différents. Donc là t'as effectivement les artistes de la figuration narrative, ils étaient plus aussi du coup sur l'absorption du cinéma, de la photographie, et donc dans des esthétiques plus léchées, et eux ils sont revenus, les jeunes là, plus à la question vraiment de la peinture, parce qu'on disait la peinture c'est fini, il n'y en a plus, donc ils se sont dit bon, on va se reconfronter à tout, on va tout refaire, on va tout reprendre. C'était vraiment cette idée de cette question de la boulimie, elle vient aussi de ça. Vous voyez, c'est des images qui sont quand même hyper saturées. Quelque part, ça peut aussi déranger, on peut ne pas aimer. Enfin, moi, je le conçois tout à fait. Je pense que c'est vraiment symptomatique. D'ailleurs, certains, après, sont allés ont exploré des formes de décantation. Mais c'est vrai que ça répond vraiment à une façon pour eux de penser et d'être au monde. C'est une façon vraiment cognitive, quoi. Quand on les écoute parler de leur manière de travailler et ce qui les différencie d'ailleurs de certains jeunes, en fait, qui ne sont pas construits pareil. Je trouve que c'est intéressant aussi ces questions, indépendamment de la question du marché, la question de comment on fait image et comment en fait le fait de faire image, forcément ça met en mouvement ce qu'on est au-dedans. Et notre manière de penser, et c'est pour ça aussi qu'on peut établir des choses qui reviennent dans l'histoire de l'art, mais en même temps des choses qui sont liées à une époque. Et là je pense que ce qui caractérise effectivement cette époque, cette génération, c'est ça. Donc effectivement la déflagration, pour moi là c'est vraiment une peinture de l'intériorité, ce travail-là, avec puis Marlène Moquet. Ce que je vous disais, vous voyez mieux là du coup dans le fond, le travail des petites pommes, en fait, des pommes qui sont très réalistes, enfin très hyper réalistes, très léchées, et en même temps des éléments qui sont beaucoup plus dans le travail de la matière. Et c'est vrai que c'est une façon aussi pour Marlène Moquet de travailler en fait sur cette question des humeurs, de la réalité intérieure. C'est vraiment une peinture qui est tournée effectivement vers le chaos de l'intériorité. Et cette question du politique qui, à mon sens, les caractérise et qui peut se perdre dans certaines démarches
qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Et d'ailleurs, sans être critique là-dessus, sur la simplification, parce qu'on peut aimer, après ça c'est des histoires de goût, et je pense à Christine Safa, c'est Safa, Simon aussi, David Simon, ou comment il s'appelle, il est représenté. Oui. Et celui qui est représenté dans le fond. Simon Martin. Simon Martin. Donc il y a des artistes, vraiment des jeunes artistes qui vont travailler plus sur la décantation, sur... bon, ça, il y en avait aussi dans les générations d'avant, c'est des histoires d'esthétique. La sensation, c'est plus du tout la même façon de faire la peinture et ouais. le sujet. Enfin, là, il y a de la décantation aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a effectivement de la décantation. Et je pense aussi... Je vous parlais de la virtuosité de Barrault et je pense que quand même c'est pas anodin. Par exemple, Abel Pradalier, fils de peintre aussi. Je pense qu'il y a vraiment la question de... Ils sont extrêmement cultivés et ils ont beaucoup regardé la peinture, et je pense que dans cette question un peu délicate de comment on devient artiste aujourd'hui et vite, c'est quand même quelque chose. On est propulsé, on est jeune peintre de 20 ans, on est encore aux Beaux-Arts, on est vendu dans une grande galerie de renom et on est propulsé comme ça sur le devant de la scène internationale. On n'a pas la même exigence. D'ailleurs, par exemple, sur l'évolution du travail de Claire Tabouret, je pense que ça, c'est un avis partagé par beaucoup dans le milieu de l'art, que ce soit des professionnels, des galeristes ou des historiens. Il y a un basculement qui se fait dans sa pratique. Elle va plus vite, elle fait plus, à un moment où elle est pulvérisée dans une grande galerie, elle s'en va aux États-Unis, elle est très sollicitée, elle va vite. Il y a une densité, en fait, une profondeur par rapport aux travaux du début qui se perd. Je pense que c'est très difficile, en fait, d'arriver à garder cette idée. Le travail de la peinture, dans son essence, c'est un travail qui demande du temps. Comme pour l'écriture, mais après, au sens où on l'entend, moi, c'est comme ça que je le définis. Et des gens qui vont dire, écrire, c'est écrire au bord dans un bar, écrire tac-tac. Et il y a d'autres qui vont vous dire, pour moi, la littérature, c'est... voilà, Proust à Houellebecq, des auteurs qui vont fouiller le langage dans des constructions classiques. Ça dépend de comment on voit effectivement la création. Toujours est-il que la question du métier, en tout cas, et de la connaissance de la peinture, elle est évidente. Et cette question du temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui, du coup, allant vite, sur Instagram, les images qui défilent vite, il y en a qui n'ont pas ce métier-là et qui entrent en peinture, faut le dire, avec une pauvreté de l'image, une pauvreté picturale. Moi, je suis très sensible à ça, donc très gênée, même si je veux pas être critique, que je veux pas, mais je vois une image mal faite ou une image pauvre plastiquement et ça me gêne. J'ai besoin de complexité. Alors après, ça, est-ce que c'est des questions subjectives ou est-ce qu'il faudrait se dire, ça c'est une œuvre, ça n'en est pas. C'est pro. Je pense qu'il y a pas mal de subjectivité. On n'attend pas tous la même chose de la C'est ça. Et Christine Safa le disait assez bien quand tu parlais de la génération résistante, elle arrivait à la peinture, comme elle a connu un pays en guerre, il fallait qu'elle fasse des sujets de guerre, mais elle s'y retrouvait pas en fait. C'était pas comme ça qu'elle voulait devenir peintre, et aujourd'hui elle fait des choses très différentes, autour de l'être aimé, autour de très peu de choses, des couches de peinture. Je pense que c'est une démarche tout aussi légitime, beaucoup plus lumineuse, mais oui, c'est ça. Ça peut pas parler à tout le monde. Exactement. C'est une œuvre qui plaît plutôt bien au public. Ce qui était mon fil rouge et ce qui caractérisait vraiment cette génération, c'est la question de la peinture. C'est-à-dire que c'est vraiment quand même une génération avec des exceptions. Par exemple, Olivier Masmontoy, c'est quelqu'un de cette génération qui après travaille beaucoup avec la sérigraphie. Eva Nilsson, qui est à la frontière, tu vois, de début 80, elle va absorber vraiment la photo. Guillaume Bresson, depuis 80, qui travaille beaucoup avec l'ordinateur. Mais en fait, c'est encore une autre conception de la peinture et une autre conception de l'hybridité. Et moi, là, j'étais vraiment partie sur la question en fait, de l'incarnation du corps et de comment, de manière générale, en tout cas pour cette génération, la question du corps est de faire image vraiment avec le corps, sans outils mécaniques. C'est vraiment des peintres qui peignent l'image à la main. Et donc c'était quelque chose qui était vraiment très très important dans leur engagement et dans leur manière de rentrer dans l'image. Donc c'est pour ça que j'ai pas parlé de cette question qui à mon sens n'était pas symptomatique de leur peinture.
qui amorce une autre façon justement de rentrer dans l'hybridité et une autre façon de concevoir la peinture tournée vers le numérique, vers le monde virtuel et effectivement qui déplace complètement ailleurs la question de l'hybridité qui effectivement peut se poser en ce sens-là bien sûr. En fait je suis sensible effectivement à la façon dont la peinture, pour moi la peinture elle répond en fait aux mutations des technologies, mais pour moi ce qui fait peinture depuis les impressionnistes en fait c'est comment l'artiste va continuer dans les limites de son médium à absorber ces changements, donc le cadrage qui va changer, mais dans les limites de son médium. Et pour moi, donc on s'est posé la question, Gaëlle, tu te souviens quand j'étais venue voir l'expo sur... Donc, les rapports de la peinture et du voilà. Donc pour moi, à partir du moment où on déplace le curseur et on n'est plus en fait dans les limites où on devient un technicien qui va travailler avec l'ordinateur, où on devient... Certains vous diront que c'est encore de la peinture, donc je ne veux pas lancer le débat, mais par rapport à ce que je considère la peinture, ça déplace le curseur et donc on n'est plus dans une réinvention de la peinture dans ses limites qui absorbe en fait ces nouveaux outils, mais qui les déplace en fait dans une transcription picturale. Parce qu'on est dans une absorption, tu vois, à savoir est-ce que dans l'image on doit avoir le curseur de l'ordinateur littéralement représenté, est-ce qu'on doit avoir des citations de l'outil. Pour moi c'est un rapport qui est trop littéral en fait, et je pense que le travail de peinture il est dans la digestion et donc dans l'écart, dans la métamorphose. Et je pense que ce qui fait force en fait dans l'image peinte depuis la nuit des temps, c'est justement sa spécificité. Et je pense que c'est ce qui fera sa vie pour l'éternité, parce qu'elle a cette puissance en fait d'absorption et de réinvention dans les limites de ce qui fait, je vous dis, un cerveau, une main, un support, depuis les grottes. Moi, je suis une archaïque absolument. Mais bon, c'est subjectif, ouais. Bon, en même temps, on est dans une discipline, c'est l'art, quoi. Je veux dire, on n'est pas un médecine ou un science où c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup moins exact. Enfin, bon, en même temps, ouais. C'est relatif aussi, hein, parce que même en médecine, il y a plusieurs lectures de la médecine, plusieurs lectures de la science. On peut être dans des choses après paranormales et plus. J'ai répondu à votre question du coup, un petit peu. Peut-être aussi une histoire de génération, parce que je vois pas bien de là, mais tu me sembles jeune, je sais pas quel âge tu as, mais voilà. Et j'ai éprouvé ça beaucoup en discutant avec des jeunes générations. Je pense que c'est une question aussi sans doute de génération. Je pense que peut-être il y a aussi cette question qui interroge beaucoup les critiques jeunes, les artistes jeunes, plus de cette question justement de qu'est-ce qu'on va faire demain. On rentre dans un monde virtuel, on rentre dans des mondes parallèles, et est-ce que finalement la peinture a une vie là-dedans? Est-ce qu'on ne doit pas aller explorer la 3D, l'installation, mais je pense que c'est une vraie question, mais que c'est autre chose. Et aujourd'hui, je dois admettre que beaucoup des peintres, en fait, qui sont vraiment peintres jusqu'au bout des doigts, de toute génération confondue, des jeunes aux aînés, quand ils sont vraiment amoureux de la peinture, ils vous disent que voilà, c'est un autre problème, et eux, ils se sentent inscrits dans une tradition longue, et ils se sentent porteurs de cette question de l'image peinte dans les limites du médium traditionnel, je veux dire. Donc je pense que c'est vraiment de déporter le travail ailleurs, comme l'art contemporain a déplacé la question du médium de la peinture vers la vidéo, l'installation, la performance, la photo. Ça a le droit de citer, et c'est là, et ça touche des sensibilités. Et moi, c'est vrai que je suis très peu émue et retournée par des œuvres contemporaines. Il faut vraiment, par exemple, Bill Viola, c'est quelqu'un qui peut me toucher en vidéo. Et vous voyez, c'est vraiment hyper baroque. Enfin, ça rejoint cette esthétique-là. Enfin, il y a quelque chose de très travaillé, dans une épaisseur des référents. Je retrouve pas ça beaucoup. Et donc, en général, voilà, je pense qu'effectivement, c'est une problématique de déplacement d'autres médiums pour interroger d'autres réalités du monde. Est-ce que ça ne fait pas des peintres un peu déconnectés du coup, de leur temps?
qui regardent trop en arrière et qui ne sont pas assez dans le présent? Bah écoute, ça après c'est une façon de voir les choses. Pour eux, en tout cas, la question tu vois, cette question de l'hybridité, elle renvoie pour eux aussi à une vision du monde actuel. Cette question du scannage, de la mondialisation, de l'absorption quand même de la prolifération des sources via Internet, de cette fragmentation de l'image. Eux, ils ont le sentiment de l'absorber et donc de faire état aussi d'une perception du monde contemporain. Effectivement, pas... non, mais j'entends ce que tu poses comme question, Gaëlle, c'est effectivement, oui, tu pourrais dire en tant que jeune artiste ou en tant que public qu'effectivement, il y a une part de leur travail qui... Après, je sais pas, pour moi, je pense que c'est une histoire de définition de l'art et une histoire de définition des médiums. Mais la vie d'un médium, elle n'est pas... à un moment donné, tu te dis, je passe à la vidéo, je passe à la photographie. Si tu te dis, je reste à la peinture, ça ne veut pas forcément dire que tu es passéiste ou réactionnaire ou que tu te situes à côté de la réalité du monde. Tu vas faire face à la réalité du monde, mais en gardant un médium qui est archaïque, mais face au monde contemporain. Je pense que la question, elle est là. À mon sens, les artistes réactionnaires et passistes, d'ailleurs, il y en a beaucoup en peinture. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un paquet de croûtes aussi, de choses qui nous viennent aujourd'hui avec ce regain d'intérêt qui n'ont pas d'intérêt pour le coup en termes de renouvellement des langages. Je pense qu'il y a une modernité quand même dans leur démarche et une forme de réinvention de la peinture et que c'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée.